Lorsqu'on évoque les disparitions d'enfants ayant marqué l'opinion publique, le nom de Madeleine McCann revient souvent. À seulement 3 ans, elle avait disparu en mai 2007 alors qu'elle passait des vacances au Portugal. L'affaire avait suscité une couverture médiatique colossale et aujourd'hui encore aucun dénouement n'a été trouvé. Mais bien avant cela, presque 10 ans plus tôt, une autre disparition avait déjà profondément secoué une famille portugaise, soulevant de lourdes interrogations sur les méthodes d'enquête du pays. Il s'agit du cas Rui Pedro Teixeira Mendonça. Rui Pedro, 12 ans au moment des faits, était un enfant curieux, vif et très attaché à ses proches. Né en janvier 1987, il avait grandi à Lousada, un village calme du nord du Portugal à proximité de Porto. Son enfance s'était déroulée dans un environnement simple, entre tradition rurale et modernité naissante. Ses parents, Manuel et Filomena Mendonça, jouissaient d'une bonne réputation dans la région. Filomena travaillait dans une auto-école située juste en face de leur maison, ce qui lui permettait de rester proche de ses enfants. Manuel, quant à lui, se consacrait à l'agriculture, un métier encore central dans la région. Rui partageait une relation tendre et complice avec sa sœur Karina, de 4 ans sa cadette. Ensemble, ils formaient une famille unie et ils étaient baignés dans l'amour et la stabilité. Mais tout s'est effondré le 4 mars 1998. Ce matin-là, Rui était sorti jouer comme il le faisait souvent. La dernière fois qu'il avait été vu, il circulait à vélo près du travail de sa mère, à quelques mètres seulement de chez eux. Les heures suivantes restent floues. Des témoins ont affirmé l'avoir vu monter dans une voiture avec un homme que la famille connaissait. L'enquête, entachée d'erreurs, de lenteurs et de contradictions, n'a jamais permis d'élucider les faits. Et dès le départ, les failles du système avaient compromis toute chance de retrouver Rui. Désemparés, les Mendonça ont intenté une action en justice contre l'État portugais pour négligence grave, déclenchant une vague de soutien au niveau national et international. Filomena, particulièrement déterminée, est devenue une figure publique dans la lutte pour la vérité. Pourtant, malgré ses efforts constants, Rui n'a jamais été retrouvé. En 2019, plus de 20 ans après sa disparition, il a été déclaré officiellement décédé. Cette décision a mis fin aux recherches, mais pas aux questions. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Kripsta et bienvenue dans un autre épisode effrayant d'Ossements perdus. Comment un enfant peut-il disparaître en plein jour dans une ville paisible? Quelles erreurs ont transformé une disparition en tragédie interminable? Une organisation criminelle était-elle impliquée ou s'agissait-il d'un seul individu? Et surtout, qui était cet homme que l'on soupçonne d'avoir emmené Rui Pedro vers une destination inconnue? Comme évoqué au début de cet épisode, Rui Pedro était un enfant joyeux, plein d'énergie et rarement enfermé entre 4 murs. Il s'intéressait à beaucoup de choses, mais il avait une tendresse particulière pour les animaux. Il s'occupait avec soin des canaris que sa famille élevait. Mais cette affection allait bien au-delà des oiseaux. Un jour, au retour d'une balade dans le quartier, il avait rapporté un écureuil trouvé par hasard. Ravi, il lui avait fabriqué une cabane de fortune. Le lendemain, l'animal s'était enfui. Rui avait été déçu, mais il n'est pas resté abattu très longtemps. Il aimait passer du temps dehors, surtout à vélo. On le voyait souvent dans les rues du quartier où il jouait au foot avec d'autres enfants sur un terrain vague. Son rêve était de devenir footballeur professionnel. Un rêve brutalement interrompu, ce mercredi 4 mars 1998. Vers 14h, juste après le déjeuner, Rui, âgé de 12 ans, était allé à vélo au bureau de sa mère, Filomena Teixeira. Là, il avait dit qu'il voulait retrouver Alfonso Diaz, un jeune chauffeur routier d'une vingtaine d'années proche de la famille. Filomena avait aidé Alfonso lorsqu'il traversait des difficultés financières. Grâce à elle, il avait trouvé quelques petits boulots et il avait pu soutenir les siens. Avec le temps, Alfonso s'était rapproché de Rui et de sa sœur Karina. Il les accompagnait parfois à l'école ou venait les chercher à la sortie. Entre Rui et lui, un lien fort s'était créé. Ils jouaient souvent ensemble. Mais au sein de la famille, cette relation ne faisait pas l'unanimité. Certains pensaient qu'Alfonso était un jeune homme un peu naïf, mais sans danger. D'autres, comme le père de Rui, Manuel, et le grand-père José, étaient plus réservés. Ils se méfiaient de ses fréquentations, suspectant un usage de drogue. Et ils trouvaient l'écart d'âge avec Rui préoccupant. Manuel avait alors demandé à Filomena de limiter leurs contacts. Elle avait accepté,
interdisant à Rui de sortir avec lui, bien qu'elle ne le jugeait pas dangereux. Cette interdiction était toujours en vigueur le jour où Rui était allé au bureau de sa mère pour lui demander la permission de passer l'après-midi avec Alfonso. Filomena avait refusé. Elle lui avait seulement permis d'aller jouer à côté sur un terrain vague près de l'auto-école, en rappelant qu'il avait un cours particulier plus tard. Rui était reparti déçu, mais sans protester. Il s'était dirigé vers le terrain et avait commencé à faire du vélo. L'endroit, bordé d'arbres et d'herbes sèches, servait parfois de piste pour des courses de chevaux. Comme les voitures y accédaient difficilement, les enfants du quartier y jouaient souvent. Pendant les heures qui ont suivi, Filomena a poursuivi sa journée de travail sans se douter du drame à venir. Vers 17h, le professeur de Rui a appelé l'auto-école pour signaler son absence. C'était inhabituel. Rui n'avait jamais manqué un seul cours. Filomena a aussitôt quitté le bureau pour se rendre sur le terrain vague où il jouait souvent. Mais l'endroit était désert. De plus en plus inquiète, elle est rentrée chez elle espérant le retrouver. Mais ni Rui, ni son vélo n'y étaient. Elle a alors pensé à une éventuelle crise d'épilepsie. Rui dépendait de son traitement quotidien et un oubli pouvait être très dangereux. Sans tarder, elle et son mari ont sollicité leurs voisins pour lancer des recherches dans le quartier. Ensemble, ils ont ratissé les environs sans rien trouver. Devant leur échec, la famille s'est rendue au commissariat de Lousada pour signaler la disparition. Mais au départ, la police a envisagé une fugue et aucune mesure urgente n'a été prise. Ce n'est que le lendemain que les forces de l'ordre ont commencé à agir. La police militaire a alors été mobilisée avec les pompiers pour fouiller la zone. Lors de cette opération, un témoin a affirmé avoir vu le vélo de Rui abandonné dans les buissons sur le terrain vague. Mais une fois sur place, les agents n'ont trouvé aucun indice. Filomena a alors expliqué que peu avant sa disparition, Rui lui avait demandé la permission de retrouver Alfonso Diaz. C'est ainsi qu'Alfonso a été convoqué comme premier suspect. Au commissariat, Alfonso semblait tendu, mais il a affirmé ne rien savoir. La situation a changé lorsqu'il a été confronté à José, le grand-père de Rui. Face à lui, Alfonso a éclaté en larmes et a évoqué la nécessité de fermer les frontières, craignant que Rui ait été enlevé et soit déjà hors du pays. Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Rui en compagnie d'Alfonso cet après-midi-là. Des déclarations qui ont attiré l'attention des enquêteurs, mais sans provoquer d'évolution majeure dans l'enquête, qui restait centrée sur les hypothèses d'enlèvement, de meurtre ou de fugue. Ce n'est qu'après le témoignage du cousin de Rui, André Mendonça, que les choses ont commencé à bouger. Il a révélé qu'à la sortie du collège la veille, Alfonso les avait approchés. Il leur avait proposé d'aller faire exploser des pétards à Costilla. Puis il avait suggéré de les emmener dans une maison close pour rencontrer des prostituées. Enthousiasmés par l'idée, les deux garçons avaient accepté et s'étaient donné rendez-vous le lendemain à 15h. André a expliqué qu'ils avaient passé la soirée à préparer un plan pour ne pas se faire remarquer par leurs parents. Le jour venu, André avait tenté de sortir, mais sa mère l'en avait empêché. Tout indique en revanche que Rui avait réussi à rejoindre Alfonso, malgré l'interdiction. Avec ces informations, les enquêteurs ont rapidement identifié une prostituée du nom d'Alcina Diaz. Elle semblait détenir des éléments clés. Dans sa déposition, Alcina Diaz a indiqué qu'elle travaillait dans la région de Lustosa lorsqu'un homme lui a proposé de l'argent pour qu'elle ait des rapports sexuels avec un garçon. Elle a raconté avoir conduit l'enfant dans un endroit isolé, mais sans établir de contact physique. À la place, elle a engagé la conversation lui demandant pourquoi il était là. L'enfant lui aurait expliqué que l'homme dans la voiture le forçait à avoir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Alcina a insisté. Il n'y avait eu aucun acte sexuel, et elle a précisé avoir passé environ 15 minutes à parler calmement avec l'enfant. D'après elle, à la fin de l'échange, l'homme et l'enfant se seraient dirigés vers une autre zone, connue pour la présence de maisons closes. Même si elle n'avait pas reconnu le client adulte, elle a affirmé avec certitude que le garçon était Rui Pedro. Suite à ce témoignage, les enquêteurs ont de nouveau convoqué Alfonso Diaz. Il a déclaré qu'il se trouvait seul à Passos de Ferreira l'après-midi de la disparition, puis qu'il est rentré chez lui pour se doucher. Plus tard, il a précisé s'être rendu à Freamunde pour voir sa petite amie, qui a confirmé sa version, y compris le moment où il aurait reçu l'appel concernant la disparition. Mais durant l'enquête, la police a établi qu'Alfonso utilisait une Fiat Uno noire appartenant à son frère. Ce même jour, il aurait dû conduire ce véhicule à une inspection obligatoire, chose qu'il n'a pas faite.
un fait qui a suscité de sérieux doutes sur la fiabilité de ses propos. Malgré ces incohérences, les enquêteurs n'ont pas donné beaucoup de poids au témoignage d'Alcina, minimisant ainsi sa portée. Les enquêteurs étaient persuadés que l'homme et l'enfant évoqués par Alcina n'étaient pas Alfonso Diaz et Rui Pedro, mais bien d'autres personnes. Cette hypothèse s'appuyait sur un détail clé. Alcina avait parlé d'un véhicule blanc, alors qu'Alfonso conduisait une voiture noire. Autre élément troublant, lors de sa première convocation, Alfonso s'était présenté propre et bien habillé, une apparence qui ne lui ressemblait guère. D'ordinaire, il était décrit comme négligé, avec une hygiène douteuse. Ce jour-là, il était si soigné que les enquêteurs, en examinant ses vêtements, n'avaient décelé aucun indice exploitable. Dans la communauté, la tension montait à mesure que de nouveaux témoignages apparaissaient, chacun cherchant à comprendre ce qui était arrivé à Rui Pedro. Un employé de station-service disait avoir vu le garçon dans le centre de Lousada, accompagné de 2 jeunes, mais cette piste fut vite abandonnée. Un autre adolescent âgé de 14 ans affirmait que Rui devait jouer au football avec lui ce jour-là. Peu après être arrivé, Rui aurait dit qu'il devait partir. Il aurait alors caché son vélo dans des buissons avant de monter dans une voiture. D'autres témoignages ont suivi, la majorité pointant Alfonso Diaz comme figure suspecte. Une femme sapeur-pompier affirma même avoir vu une voiture noire percuter un garçon qu'elle identifia comme Rui Pedro, Alfonso étant au volant. Pourtant, cette déclaration fut elle aussi écartée. Les jours suivants, l'enquête se poursuivait et plusieurs voisins ont signalé des comportements étranges chez Alfonso Diaz. Jusque-là en situation précaire, il semblait soudain mieux vivre, comme s'il avait reçu de l'argent. Son attitude avait aussi changé, devenant plus détendue. Une enquête formelle fut finalement lancée. En collaboration avec le ministère public, la police confirma que 5 enfants avaient vu Rui Pedro à vélo le jour de sa disparition. L'un d'eux avait même tenté de mettre fin à ses jours. Selon les proches, ce geste était lié au choc de la disparition de son ami. Parmi les témoins, un garçon nommé Elder Silva décrivait Alfonso comme quelqu'un de bizarre, presque obsédé par Rui dans les jours précédant sa disparition. Malgré l'interdiction de ses parents, Rui continuait à voir Alfonso en cachette, convaincu par ses manigances. Mais les enquêteurs ne prirent pas en compte le témoignage d'Elder non plus, ni la possibilité qu'Alfonso soit le principal suspect. La presse de l'époque dénonça ce choix, questionnant publiquement les autorités sur les raisons de cette mise à l'écart. Face à cela, les enquêteurs gardèrent le silence, ce qui ne fit qu'alimenter les doutes et la frustration autour de l'affaire. Dans les jours suivants, des quartiers entiers avaient été fouillés dans l'espoir de retrouver Rui Pedro. Des zones telles que des rivières, des endroits isolés, des terrains broussailleux et même des puits avaient également été explorés. Mais aucune piste n'avait été découverte. Des affiches portant sa photo avaient été largement distribuées, afin d'élargir le périmètre des recherches et augmenter les chances de le localiser. Malgré ces efforts, l'enquête avait rapidement stagné en raison de l'absence totale d'indices concrets. En revanche, l'intérêt du public et l'implication de journalistes d'investigation avaient pris de l'ampleur, déclenchant une série d'événements pour le moins étranges. L'un des épisodes les plus marquants avait eu lieu lorsqu'un homme avait téléphoné à la famille de Rui, affirmant être son ravisseur. Il avait exigé quelque chose d'absurde, que Philomena se montre nue à la fenêtre de sa maison en échange de la libération de son fils. Cette demande, bien évidemment, n'avait pas été satisfaite. Un autre événement surprenant impliquait une voyante qui avait contacté la famille en affirmant avoir eu une vision de Rui près d'une rivière. De plus, lors d'un appel inattendu, Philomena avait décroché le téléphone et entendu des cris d'enfants à l'autre bout de la ligne. Face à ces faits troublants, les enquêteurs avaient commencé à surveiller les appels téléphoniques reçus par la famille. Cependant, aucune information utile n'avait pu être extraite. Et compte tenu des limitations technologiques de l'époque pour localiser les appels, ces incidents demeurent encore aujourd'hui sans explication. Devant la prolongation de cette absence de réponse, Philomena avait recommencé à désigner Alfonso comme le principal suspect. Elle affirmait que son comportement était étrange, surtout parce qu'avant d'avoir fréquenté une femme, il avait toujours été perçu comme immature et réservé. Désormais en couple, il paraissait soudainement normal et irréprochable. Philomena restait convaincue qu'Alfonso avait dès le départ eu l'intention de nuire à Rui Pedro et qu'il dissimulait des informations cruciales pour l'enquête. Elle notait également un changement évident dans sa personnalité, comme s'il cherchait à s'éloigner de toute image liée à un potentiel ravisseur. Les enquêteurs pourtant ne prêtaient pas attention à ses soupçons
et avait rapidement conclu que la Libye d'Alfonso le mettrait hors de cause. En réalité, il n'avait jamais accordé l'importance nécessaire aux témoignages dont il disposait. En particulier à celui de la travailleuse du sexe Alcina Diaz, dont la crédibilité semblait avoir été ignorée en raison de son statut social. Ainsi, dans les premières semaines suivant la disparition, aucune avancée notable n'avait été enregistrée dans l'enquête. Bien que de nombreux événements continuaient de se produire, aucun ne permettait de faire progresser l'affaire. Cependant, de nouveaux développements allaient bientôt bouleverser profondément le cours de l'enquête. Vers la mi-avril 1998, environ un mois après la disparition de Rui Pedro, le commentateur politique Nuno Rogero s'était adressé aux autorités avec une révélation troublante. Il expliquait qu'il avait voyagé avec sa famille à Disneyland Paris et qu'il avait pris de nombreuses photos pendant le séjour. Sur l'une d'elles, prise alors qu'il profitait d'une attraction, un garçon apparaissait assis derrière les membres de sa famille. L'enfant sur la photo présentait une ressemblance frappante avec Rui Pedro. De plus, il était assis à côté d'un homme portant une veste rouge qui semblait être âgé d'au moins 40 ans. En voyant l'image, Philoménia et Manuel, les parents de Rui, avaient immédiatement affirmé qu'il s'agissait bel et bien de leur fils. Les enquêteurs avaient alors saisi la photo pour procéder à des analyses approfondies. Des recherches avaient aussi été menées au sein du parc, mais malheureusement il s'était avéré que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas ce jour-là. Les avis concernant l'identité du garçon sur la photo ont largement été partagés. La famille de Rui, accrochée à l'espoir, était persuadée qu'il s'agissait de lui. Ils avaient même effectué des déplacements à l'étranger pour tenter d'identifier l'homme à ses côtés, sans succès. En l'absence de nouvelles images ou de preuves, l'enquête avait de nouveau stagné. Pourtant, beaucoup continuaient à croire que le garçon photographié pouvait être Rui Pedro. Cette hypothèse avait gagné en crédibilité après les révélations d'une opération de grande envergure menée au Royaume-Uni et connue sous le nom d'opération Cathédrale, qui en septembre 1998 avait conduit à l'arrestation de membres du groupe du Wonderland Club, un réseau international de pornographie infantile. L'un des membres de ce groupe, Gavin Seeger, un informaticien de 29 ans, avait été arrêté en possession d'un grand volume de contenu illicite. Au moment de son arrestation, il menait une vie en apparence ordinaire, agissant comme un animateur bénévole auprès de jeunes de sa communauté. Avec l'arrestation d'autres membres, des centaines d'autres documents avaient été saisis et transférés pour analyse. Progressivement, l'Unité nationale des crimes du Royaume-Uni avait intégré ces contenus à une base de données massive contenant des images d'enfants disparus à travers le monde. C'est ainsi qu'au milieu des années 2000, plusieurs documents montrant un enfant identifié sous le pseudonyme de Billy avaient été examinés. Grâce à cette base de données, les enquêteurs étaient parvenus à établir son identité. Les découvertes avaient confirmé qu'il s'agissait bel et bien de Rui Pedro, disparu au Portugal. Philoménia et Manuel avaient alors été convoqués par les autorités britanniques pour visionner les contenus. Tous deux avaient reconnu leur fils sans la moindre hésitation. Les images révélaient des signes explicites de sévices physiques, mais malgré l'horreur de la situation, les parents conservaient l'espoir que Rui puisse encore être retrouvé vivant. Lorsque les médias avaient relayé la confirmation de l'identité de Rui Pedro, les autorités portugaises s'étaient dites préoccupées, craignant que les ravisseurs se débarrassent de lui en apprenant la nouvelle. Gavin Seegers, l'informaticien lié au Wonderland Club, avait été interrogé au sujet du garçon figurant sur les photos. Il avait cependant nié connaître l'origine des documents. Au total, l'opération Cathédrale avait conduit à l'arrestation de nombreuses personnes et également à la saisie de plus de 700 000 images et vidéos impliquant des enfants. Au total, le matériel saisi contenait des images d'au moins 1263 enfants différents. Cependant, seulement 16 d'entre eux avaient pu être identifiés. Parmi ces identifications figuraient 6 enfants originaires du Royaume-Uni, 7 des États-Unis, 1 du Chili et 1 d'Argentine. Le département central d'enquête et d'action pénale avait lancé une investigation approfondie sur l'éventuel lien entre la disparition de Rui Pedro et des réseaux internationaux de pornographie infantile. Ces recherches s'étaient prolongées sur une longue période et avaient été qualifiées d'extrêmement rigoureuses. Toutefois, il avait été conclu que, mis à part les photographies retrouvées, aucune preuve supplémentaire ne permettait d'établir un lien direct entre l'affaire Rui Pedro et le groupe Wonderland Club. En 2002, les autorités de Lousada avaient organisé la première reconstitution officielle de la disparition de Rui Pedro. Pour cela, ils avaient réuni tous les témoins oculaires identifiés jusqu'alors. Alfonso Diaz avait été conduit sur chacun des lieux où il avait affirmé s'être rendu l'après-midi du drame.
Ce jour-là, l'enquêteur en chef, Eduardo Souza, avait révélé de nombreuses incohérences dans les alibis d'Alfonso. Il avait également noté que ce dernier semblait nerveux et incertain, dès lors où il devait décrire les endroits en question. Ses comportements et contradictions avaient été clairement observés et consignés par les enquêteurs. Malgré cela, à l'issue de la reconstitution, le dossier avait été transmis au ministère public, mais pour des raisons restées inconnues, aucune charge officielle n'avait été retenue contre Alfonso Diaz. À cette même période, le grand-père de Rui, une figure centrale dans la lutte acharnée pour obtenir justice pour son petit-fils, est tragiquement décédé dans un accident de tracteur. Sa disparition soudaine avait profondément bouleversé toute la communauté, qui saluait son engagement pour la région et son combat inlassable en faveur de la justice pour Rui Pedro. Parallèlement, les autorités portugaises avaient découvert l'existence d'un réseau composé d'adultes influents, parmi lesquels se trouvaient des médecins, des avocats, des animateurs de télévision et d'autres personnalités connues, entretenant des relations avec des enfants. Au cours des investigations, une travailleuse du sexe avait été identifiée. Lorsqu'elle avait été convoquée pour témoigner, elle avait révélé des informations particulièrement troublantes. Selon certaines sources, un jour où elle se trouvait dans une pension à Lisbonne, elle avait eu accès à une vidéo montrant des abus sur mineurs. Dans cette vidéo, elle affirmait avoir reconnu Rui Pedro. Ce matériel aurait été en possession d'un membre influent du groupe, un chauffeur nommé Carlos Silvanu. D'après les résultats de l'enquête, Carlos était chargé de transporter les enfants jusqu'à des lieux où ils subissaient des abus, comme des villas ou d'autres propriétés, tout en participant lui-même activement au crime. Au terme de la procédure judiciaire, il avait plaidé coupable dans 639 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs et fourniture d'enfants aux membres du groupe. Aux côtés de Carlos, 7 autres individus appartenant au réseau avaient également été condamnés pour des infractions similaires. À l'époque, ce procès avait eu un impact considérable au Portugal, ravivant de nombreuses interrogations autour de la disparition de Rui Pedro. Bien que les autorités aient tenté de retrouver la vidéo mentionnée, elle n'a jamais été localisée. Malgré cela, beaucoup pensaient que Rui avait pu être emmené dans un environnement similaire, même si aucune preuve concrète ne venait étayer ce lien. Cette piste d'enquête avait renforcé la théorie selon laquelle le garçon aurait pu être conduit vers un sort comparable, dans un lieu encore inconnu. Quelques années s'étaient écoulées depuis cette opération, et l'affaire était de nouveau retombée dans l'oubli, classée sous le sceau du secret judiciaire. Mais en 2007, le Portugal allait être secoué par une autre disparition mystérieuse, celle de Madeleine Beth McCann. Une fille britannique âgée de seulement 3 ans avait disparu alors qu'elle passait des vacances avec sa famille à Praia da Luz, un village touristique portugais. Le soir du drame, ses parents Kate et Jerry McCann dînaient dans un restaurant situé à proximité de l'appartement où la famille logeait. Pendant ce temps, Madeleine et ses frères jumeaux, Sean et Amélie, dormaient dans leur chambre. Selon les McCann, les enfants étaient surveillés régulièrement au cours du dîner. Cependant, vers 22h, en retournant dans l'appartement pour aller vérifier, Kate avait constaté que Madeleine n'était plus là et avait remarqué que la fenêtre était ouverte. La nouvelle s'était rapidement propagée, poussant les autorités portugaises à lancer une vaste enquête. Toutefois, la scène n'avait pas été correctement sécurisée, ce qui avait entraîné la contamination de possibles preuves. En outre, un manque de coordination entre la police locale et les autorités britanniques avait compromis l'efficacité de l'enquête. Les semaines passaient sans aucune trace de Madeleine, tandis que l'affaire prenait une ampleur internationale, attirant l'attention des médias du monde entier et suscitant une multitude de théories sur ce qui aurait pu se produire. En septembre 2007, les propres parents de Madeleine avaient été officiellement désignés comme suspects par la police portugaise. Cette décision s'appuyait sur des éléments forensiques découverts dans une voiture de location utilisée par les McCann plusieurs semaines après la disparition. Cependant, les preuves étaient jugées non concluantes. L'enquête visant les parents avait duré une année entière, mais avait été classée faute d'éléments tangibles. Avec le temps, l'hypothèse d'un enlèvement à des fins de trafic humain avait commencé à prendre de l'ampleur. La famille de Rui Pedro avait suivi de près le déroulement de l'affaire et avait su tirer parti de l'attention publique pour faire pression sur les autorités. Cette mobilisation avait suscité une vague de préoccupation à l'échelle nationale concernant les disparitions d'enfants au Portugal. Pourtant, l'espoir de retrouver Rui Pedro ne s'est jamais éteint. Et en 2009, un rebondissement inattendu avait apporté pour au moins une enfant disparue une fin heureuse. Aux États-Unis, une jeune femme prénommée Jaycee Duggar
avait été retrouvée vivante après avoir disparu en 1991. Son histoire avait choqué le monde par la cruauté des faits et les détails troublants du crime. Jaycee n'avait que 11 ans lorsqu'elle avait été enlevée par Philippe Garrido et son épouse Nancy. Tout ça alors qu'elle se rendait à l'école à South Lake Tahoe, en Californie. Le couple l'avait emmenée à Antioch, toujours en Californie, où elle avait été retenue prisonnière dans le jardin de leur maison. Pendant les 18 années de captivité, Jaycee avait subi des abus répétés, y compris des violences sexuelles. À l'âge de 14 ans, elle avait donné naissance à une première fille, puis à une seconde 4 ans plus tard, toutes deux issues des agressions de Philippe. Malgré les conditions inhumaines et l'isolement, Jaycee avait tissé des liens forts avec ses enfants et s'était efforcée de leur offrir un semblant de normalité, même dans les circonstances les plus extrêmes. Elle avait finalement été libérée lorsque Philippe, sûr de lui et enfermé dans son propre délire, avait décidé de sortir en public avec Jaycee et leur fille. Son comportement étrange avait éveillé les soupçons, poussant certains à alerter la police. Le dénouement de cette affaire avait ravivé l'espoir dans la famille de Rui Pedro, qui avait alors intensifié sa pression sur les autorités portugaises, convaincue qu'un scénario similaire aurait pu concerner leur fils. Avec l'attention médiatique autour de la disparition de Madeleine McCann, une nouvelle équipe d'enquêteurs avait été désignée pour reprendre le dossier Rui Pedro. Leur première décision avait été de reprendre tous les témoignages oculaires et de réexaminer le contexte et les circonstances de la disparition. Cependant, l'enquête avait été brutalement interrompue lorsque le ministère public avait estimé disposer enfin d'éléments suffisants pour inculper Alfonso Diaz. Le 11 février 2011, Alfonso Diaz avait été officiellement inculpé par le département central d'enquête criminelle du Portugal. L'annonce avait provoqué une forte onde de choc dans tout le pays, car cela faisait plus de 10 ans qu'Alfonso était considéré comme le suspect principal dans la disparition de Rui Pedro. En réaction, l'avocat de la famille avait déclaré publiquement que ce retard dans les poursuites était inacceptable, affirmant que des mesures auraient dû être prises bien plus tôt. Il avait aussi sévèrement critiqué les nombreuses erreurs commises par les premiers enquêteurs chargés de l'affaire, soulignant que des procédures de base, pourtant essentielles à toute enquête, n'avaient pas été respectées. Il avait ajouté qu'au fil des années, aucun progrès significatif n'avait été réalisé par les autorités de l'époque. Lors de la première audience qui s'était tenue au tribunal du district de Lousada, Alfonso Diaz avait été accusé d'avoir conduit Rui Pedro auprès de prostituées, dont Alcina Diaz, appelée à témoigner. Par la suite, il aurait emmené l'enfant vers une destination inconnue, entraînant sa disparition. Le cœur de l'accusation reposait sur la propre déclaration d'Alfonso Diaz, qui n'avait jamais été en mesure de fournir un alibi cohérent pour la période entre 14h et 18h45 le jour de la disparition. Le parquet soutenait qu'Alfonso avait toujours su ce qu'il était advenu de Rui Pedro, mais avait choisi de garder le silence, car l'affaire impliquait un crime grave. Face à ces accusations, Alfonso avait nié fermement, affirmant que Rui n'était jamais monté dans son véhicule. Les avocats de la défense, quant à eux, avaient remis en cause la fiabilité des témoins présentés par l'accusation, parmi lesquels figuraient des amis d'enfance de Rui Pedro. Désormais adultes, ces témoins déclaraient avoir vu Rui monter dans la voiture d'Alfonso le jour de sa disparition. Cependant, leurs témoignages actuels comportaient plusieurs imprécisions par rapport à ceux recueillis des années auparavant. S'appuyant sur ces écarts, la défense avait tenté d'affaiblir l'accusation, évoquant un manque de cohérence dans les déclarations. Alfonso avait également mis en doute la crédibilité du témoignage d'Alcina Diaz, qui avait d'abord décrit les yeux de l'enfant comme étant bleus, avant de modifier sa déclaration pour dire qu'ils étaient brun foncé. Le parquet se heurtait à de nombreuses lacunes dans les preuves présentées, ce que la défense avait perçu dès le début du processus. À plusieurs reprises, les avocats de la défense avaient souligné ces faiblesses, notamment l'absence totale de preuves matérielles confirmant que Rui Pedro avait été dans le véhicule d'Alfonso. Malgré ces incertitudes, le procès approchait. Le ministère public avait annoncé qu'il ne cherchait pas à déterminer ce qui était advenu de Rui Pedro, mais concentrait ses efforts sur le fait qu'Alfonso Diaz était responsable de son sort inconnu. Le procès avait alors été fixé pour novembre 2011, au tribunal de Lousada. Dans les mois qui avaient précédé le jugement, Alfonso et ses avocats avaient tenté d'éviter sa comparution, arguant de troubles mentaux et cognitifs. Ils avaient demandé qu'il soit soumis à une évaluation psychologique. Mais toutes leurs requêtes avaient été rejetées par la justice. En réalité, Alfonso avait un peu plus de 30 ans et semblait en parfaite santé. Le procès s'était donc imposé comme l'un des événements judiciaires les plus attendus de l'année.
Les autorités avaient été mobilisées pour boucler les rues aux abords du tribunal et pour renforcer la sécurité, avec un important dispositif policier déployé sur les lieux. Le jour du procès, l'un des témoins clés fut André, le cousin de Rui Pedro, qui, une fois adulte, avait raconté comment Alfonso les avait invités, lui et Rui, à rencontrer des travailleuses du sexe. Alcina Diaz avait confirmé cette version des faits, identifiant formellement Rui Pedro et Alfonso Diaz comme l'enfant et l'homme qui étaient venus lui parler ce jour-là. Les avocats de la défense avaient toutefois tenté de discréditer ce témoignage, en affirmant que selon les archives de l'enquête, Alcina n'avait jamais identifié formellement Alfonso comme l'adulte en question. En réponse, Alcina avait expliqué que cela ne s'était pas produit uniquement parce que les enquêteurs de l'époque ne lui avaient jamais demandé de procéder à une reconnaissance officielle du suspect. La défense avait alors proposé une nouvelle chronologie des événements, en avançant que Rui Pedro avait été vu avec Alfonso avant que ce dernier ne se rende au bureau de la mère du garçon, tentant ainsi de justifier l'absence d'alibi précis pour cette journée. Tout au long du procès, les avocats de la défense avaient accusé le ministère public d'exploiter l'animosité entre la famille de Rui Pedro et Alfonso Diaz pour en faire un bouc émissaire. Ils avaient même insinué que Manuel, le père de Rui, éprouvait de la jalousie envers le temps que son épouse et son fils passaient en compagnie d'Alfonso, suggérant que ces rencontres se faisaient souvent à l'insu de la famille. Manuel, toutefois, avait catégoriquement nié ces insinuations, affirmant que sa seule préoccupation avait toujours été la différence d'âge entre Alfonso et Rui. Au cours de la procédure, les témoins, les membres du tribunal et la famille de Rui Pedro avaient revisité les lieux que le garçon était supposé avoir fréquentés. Ces visites avaient inclus le terrain vague ainsi que les zones de prostitution où Rui Pedro et Alfonso auraient été aperçus pour la dernière fois. Pour Manuel et Filomena, ces moments avaient été particulièrement douloureux. Néanmoins, dans plusieurs entretiens, ils avaient reconnu que malgré la souffrance, la reconstitution des faits pouvait contribuer à faire la lumière sur le sort de leur fils. À la fin du procès, le ministère public avait requis la condamnation et l'incarcération d'Alfonso Diaz, soutenant que ce dernier n'avait montré aucun signe d'émotion ou de remords face aux accusations portées contre lui. De son côté, la défense avait demandé l'acquittement, insistant sur l'absence totale de preuves matérielles reliant directement Alfonso à la disparition de Rui Pedro. Ainsi, le 22 février 2012, le juge avait prononcé l'acquittement d'Alfonso Diaz, rejetant l'ensemble des témoignages à charge et acceptant la chronologie présentée par la défense, selon laquelle Filomena aurait été la dernière personne à voir Rui Pedro. Cette décision semblait davantage fondée sur l'insuffisance de preuves contre l'accusé que sur une réelle certitude de son innocence. Autrement dit, le ministère public n'était pas parvenu à construire un dossier suffisamment solide pour obtenir une condamnation. Le verdict avait provoqué l'indignation du public rassemblé aux abords du tribunal. De nombreuses personnes avaient crié des insultes à l'encontre d'Alfonso Diaz, exprimant leur colère face à son acquittement. Libéré, Alfonso avait accordé sa première interview télévisée dans laquelle il affirmait croire que Rui Pedro était toujours en vie. À cette époque, Alfonso était marié et père d'un enfant. Il disait se sentir soulagé, convaincu que son fils comprendrait désormais qu'il était innocent. Pendant ce temps, Filomena avait subi un effondrement physique et mental à la suite du verdict, incapable de supporter la frustration et l'issue du procès. Manuel, de son côté, avait décidé avec le soutien de ses avocats de continuer seul son combat pour faire toute la lumière sur ce qui était réellement arrivé à Rui Pedro. La famille avait tenté de faire appel de la décision, en affirmant que le juge s'était basé sur les rapports des enquêteurs d'origine, qui n'avaient jamais mené une véritable enquête. Autrement dit, le tribunal avait accepté la version des premiers enquêteurs, tout en négligeant la valeur des témoins comme Alcina Diaz, le cousin et les amis de Rui Pedro. Avec le temps, la Cour d'appel du Portugal avait accepté le recours, et un nouveau procès avait été programmé pour 2014. Cependant, Manuel craignait que son épouse Filomena n'ait plus la force de témoigner à nouveau et de revivre toute la douleur liée à l'affaire. Dès lors, la priorité de la famille avait été de rétablir la santé de Filomena, qui avait beaucoup maigré à cause du stress et du chagrin. Grâce à de nombreux efforts, Filomena avait réussi à reprendre un peu de poids, atteignant les 47 kilos, et elle avait pu se présenter au nouveau procès en tant que témoin. Cette fois, l'accusation avait décidé de se concentrer uniquement sur le fait qu'Alfonso Diaz avait conduit Rui Pedro auprès de la travailleuse sexuelle. Et il l'avait poursuivi pour corruption de mineurs. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas le faire condamner pour la disparition de Rui Pedro. Les procureurs avaient donc choisi de ne pas l'accuser d'autres faits liés. Finalement, le 4 mars 2015,
Alfonso Diaz avait été condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour corruption de mineurs. Bien que le verdict ait été loin de répondre à leurs attentes, la famille de Rui Pedro avait exprimé un certain soulagement face à cette décision. Filomena avait déclaré que cette condamnation représentait une lueur d'espoir pour préserver la mémoire de son fils. Pendant ce temps, Manuel et Filomena poursuivaient leur quête inlassable pour retrouver Rui Pedro. Alfonso et ses avocats avaient contesté la condamnation, mais après avoir épuisé tous les recours, il avait commencé à purger sa peine dans une prison de la ville de Guimarães, dans le nord du Portugal. 2 ans plus tard, Alfonso avait été libéré sous condition pour bonne conduite. Cette libération anticipée avait profondément affecté la famille de Rui Pedro. Encore éprouvée, Filomena avait déclaré ressentir du dégoût de vivre dans un pays où, selon ses mots, les institutions ne fonctionnaient pas comme elles le devraient. Avec la condamnation d'Alfonso Diaz, l'opinion publique avait recommencé à le considérer comme le suspect principal dans la disparition de Rui Pedro. Cependant, aucune avancée n'avait été réalisée dans l'enquête, et l'histoire de Rui Pedro était redevenue un dossier non résolu. Au fil des années, chaque anniversaire de la disparition de Rui Pedro était devenu pour Filomena et Manuel un mélange déchirant de douleur et d'espoir. Pour eux, le temps semblait s'être figé depuis ce jour où leur fils, un garçon au sourire doux et innocent, avait disparu sans laisser de traces. Dans plusieurs interviews, Filomena confiait qu'elle l'imaginait aujourd'hui comme un homme adulte, grand et fort, nourrissant toujours l'espoir de pouvoir un jour le serrer à nouveau dans ses bras. Pourtant, au fil des années, alors qu'Alfonso Diaz continuait de clamer son innocence, l'enquête sur la disparition de Rui Pedro paraissait sombrer dans l'oubli. C'est dans ce contexte que pour le 16e anniversaire de l'affaire, la réalisatrice Claudia Clementi avait décidé de raviver l'attention autour du dossier. À travers les réseaux sociaux, elle avait lancé une campagne bouleversante, incluant une vidéo dans laquelle Filomena déclarait que son fils aurait eu 27 ans, mais qu'elle ne l'avait pas revu depuis qu'il en avait 11. Malgré l'impact émotionnel de cette campagne, aucune nouvelle piste n'avait émergé. Du moins, jusqu'en 2018, lorsque la diffusion virale d'une vidéo avait brièvement ravivé les espoirs de la famille et de l'opinion publique. La vidéo montrait un sans-abri au Portugal, dont les traits physiques rappelaient ceux de Rui Pedro. L'histoire s'était rapidement propagée sur les réseaux sociaux, mais l'euphorie avait laissé place à une nouvelle déception. Après vérification, l'homme avait été identifié comme Pedro Ebelu, sans aucun lien avec Rui Pedro. Malgré toutes ces frustrations, Filomena avait déclaré dans une interview poignante en 2019 qu'elle ne placerait jamais de pierre tombale pour son fils. Selon elle, Rui Pedro était porté disparu, pas mort. Aujourd'hui, Filomena, désormais à la retraite pour des raisons de santé, consacre sa vie à s'occuper de sa fille, tout en maintenant intacte la chambre de Rui Pedro, telle qu'elle était le jour de sa disparition. Car malgré les années qui passent, les blessures causées par ce drame restent béantes. En 2019, la mort présumée de Rui Pedro avait été officiellement déclarée. Une simple formalité administrative, sans aucune résonance dans le cœur de sa famille, ni au sein de la communauté de Lousada. Pour ceux qui avaient vécu cette tragédie de près, les souvenirs restaient vifs, alimentés par le sentiment persistant d'une justice trop tardive et incomplète. La famille de Rui Pedro, et en particulier sa mère, avait porté le fardeau d'une souffrance inimaginable, accentuée par les nombreuses défaillances du système judiciaire. Dès les premiers jours de l'enquête, les signes d'incompétence, de négligence et de manque de respect envers les victimes avaient été évidents. Près de 20 ans plus tard, une révélation bouleversante avait surgi. Filomena avait été victime de harcèlement de la part d'un enquêteur au tout début de l'affaire. Longtemps gardée secret par la famille, cette information avait été rendue publique à cause de l'absence persistante de réponse, devenue un facteur supplémentaire de colère et d'indignation. C'est pourquoi les critiques envers le système judiciaire portugais et sa bureaucratie avaient continué à résonner pendant des années. La journaliste Anne Liao du TBI avait consacré une grande partie de sa carrière à enquêter sur l'affaire et à mettre en lumière les fautes commises par les autorités. Elle affirmait avec certitude que les autorités n'avaient jamais vraiment fait du cas Rui Pedro une priorité. Selon ses recherches, des témoins essentiels avaient été ignorés et des pistes sérieuses avaient été écartées de manière presque volontaire. Bien que le manque de formation des enquêteurs ait souvent été invoqué, les erreurs commises durant les tout premiers jours de l'enquête avaient en pratique condamné la famille de Rui Pedro à ne jamais connaître la vérité. Depuis le début, le sort de Rui Pedro semblait destiné à rester à jamais un mystère.